Mozambique, les forces de sécurité se rendent coupables de graves violations des droits de l'homme. Ce, dans la répression de l'insurrection islamiste dans le nord du pays. C'est une accusation de Human Rights Watch. Carnet noir dans le monde des médias, Sidi Lamenias, patron du groupe de presse Wal Fadjri au Sénégal, a tiré sa révérence ce mardi à Dakar. Il était âgé de 68 ans. Le secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires de l'ONU attire l'attention de la situation au Yémen. La crise humanitaire dans ce pays, déjà la pire au monde, risque de s'aggraver en 2019. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Sao Tomé et Principe a désormais un nouveau Premier ministre socialiste. C'est le social-démocrate Jorge López Bom Jesus qui prend les commandes de ce petit archipel lusophone du golfe de Guinée au régime parlementaire. Patrice Trovoada du centre droit remet le témoin à Jorge López Bom Jesus, le social-démocrate. C'est un nouveau départ pour Sao Tomé et Principe. Lors de son investiture lundi, le nouveau Premier ministre a déclaré vouloir lutter contre la corruption, alors que son parti est lui-même accusé par ses adversaires d'être corrompu. Président du mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe, l'homme a pris la tête du 17e gouvernement constitutionnel du pays. Comme au Portugal jusqu'en 1975, le Premier ministre de Sao Tomé et Principe possède plus de pouvoir que le président. Le MLSTP-PSD, ex-parti d'opposition, a remporté la présidence de l'Assemblée nationale le 22 novembre grâce à une coalition avec d'autres petits partis d'opposition. Le nouveau gouvernement social-démocrate devra composer avec les 25 députés de l'ancien parti au pouvoir, qui a aussi le parti de l'actuel président de la République, Evaristo Carvalho. Les législatives du 7 octobre avaient mobilisé quelques 90 000 électeurs sur les 200 000 habitants de Sao Tomé, souvent considérés comme un modèle d'alternance démocratique en Afrique centrale. Seulement, il a connu plusieurs coups d'État ou tentatives de putsch depuis son indépendance. Le nouveau gouvernement est composé de 12 ministres, dont 4 femmes. Bom Jesus, âgé de 56 ans, succède à Patrice Trovoada, qui avait axé sa politique sur le développement économique des îles et l'ouverture des investisseurs étrangers. Sao Tomé dépend à environ 90% de l'aide internationale et vit principalement de ses exportations de cacao, de café, ainsi que du tourisme, de l'agriculture vivrière et de la pêche. Au Mozambique, les forces de sécurité se rendent coupables de graves violations des droits de l'homme. C'est dans le cadre de la répression de l'insurrection islamiste dans le nord du pays. On dénombre des exécutions sommaires. Human Rights Watch s'insurge. Plus de précisions à travers ce reportage. L'ONG Human Rights Watch, sur la foi des témoignages recueillis depuis août dernier, affirme que l'armée et la police mozambicaine ont pratiqué des dizaines d'exécutions sommaires et recours aux détentions arbitraires ainsi qu'aux mauvais traitements contre les suspects d'appartenance aux groupes extrémistes qui sèment la terreur au Mozambique. Depuis plus d'1 an, ces islamistes qui prêchent l'application pure et dure du Coran multiplient les attaques contre les villages et les forces de sécurité dans la province du Cabo Delgado, riche en ressources gazières. Les autorités se refusent à publier le moindre bilan de ces raids, mais selon la population et la presse locale, ils ont fait plus d'1 centaine de victimes civiles, détruit des dizaines de villages et provoqué l'exode de milliers de personnes. Le président Felipe Nyusi a promis l'éradication de ce groupe et envoyé de nombreux renforts dans la région. Entre autres témoignages, l'ONG cite un cultivateur de 23 ans arrêté en août dernier dans le district de Palma avec des dizaines d'autres suspects lors d'une opération de l'armée. Human Rights Watch affirme que 2 soldats ont confirmé avoir tué des suspects mais ont refusé de livrer des détails. Le porte-parole national de la police mozambicaine, Ignacio Dina, a confirmé de multiples arrestations dans la région, mais assuré que les forces de sécurité agissent dans le cadre de la loi.
Un premier procès d'environ 200 islamistes présumés s'est ouvert début octobre dans une prison de Pemba, au nord du Mozambique. En RD Congo, l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM vient de lancer un nouveau système de gestion de fret. Il s'agit de la fiche électronique de renseignement à l'importation ferry en vigueur depuis le 1er décembre dernier. Les acteurs du secteur doivent désormais souscrire à la nouvelle fiche d'enregistrement de fret uniquement sur le nouveau site officiel de l'OGFREM. Une réforme légitime qui suscite déjà quelques inquiétudes auprès de certains acteurs. Yeyette Mavinga. L'OGFREM a mis en place un nouveau système de gestion de la ferry qui présente désormais les signes distinctifs ci-après par rapport à l'ancienne. Les armoiries de la RDC insérées en filigrane et une nouvelle numérotation générée automatiquement selon la zone géographique d'émission de la ferry et comportant les initiales codées. Selon le directeur général de l'OGFREM, Patient Saïba, ce nouveau système sera géré au pays. Pour le numéro 1 de l'OGFREM, le fret constitue un instrument de souveraineté dans la mobilisation des recettes de la République démocratique du Congo. L'OGFREM est donc au cœur du commerce de la République démocratique du Congo. Les conseils des chargeurs dans tous les pays du monde sont au cœur du système économique de leurs pays respectifs. Voilà pourquoi nous pensons que nous allons gagner beaucoup, et en termes de recettes pour l'OGFREM, mais aussi en termes de recettes en faveur du trésor public. Pour faciliter les opérations, 3 nouveaux mandataires font leur entrée dans le deal. Il s'agit de Africa Union Cargo pour la zone Afrique australe, de l'italien Agesia Genovese pour la région Europe et du chinois Jiangsu Golden Coast pour la région Asie, sauf le Japon. Le reste du monde sera géré par le bureau de l'office qui se trouve à Anvers en Belgique. Chez les armateurs, on salue cette nouvelle, mais on émet certaines inquiétudes quant aux obligations faites aux armateurs d'obtenir des ferries pour chaque marchandise embarquée. Une situation qui risque de perturber leur travail et freiner les déchargements, car toute cargaison embarquée sans ferry ne pourra être déchargée. Mais imposer à nous, les armateurs, cette obligation de ne pas charger une marchandise qui n'est pas couverte par une ferry, c'est ce qui nous met un peu mal à l'aise, surtout pendant ces temps où il y a baisse sensible du fret. Ce qui pourrait être contraignant quelque part, c'est effectivement aujourd'hui interdire les marchandises au chargement pour les RDC sans ferry. Sachant que les choses ne sont pas toujours faciles ou évidentes, il peut y arriver que pour un retard ou un autre, une marchandise arrive un peu tard et que le client n'a pas pu souscrire à sa ferry. Donc on est obligé aujourd'hui de dire à nos partenaires et demander à ce qu'on ne charge pas ce genre de marchandises. Notons que, pour des raisons de continuité, les ferries souscrites jusqu'au 30 novembre 2018 par l'ancien mandataire italien seront acceptées sans pénalité. Mais les autorités congolaises mettent en garde les armateurs et importateurs qui se présenteront avec des ferries non conformes aux nouvelles dispositions contre le poursuite judiciaire. On reste en République démocratique du Congo où 260 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique Ebola en 4 mois dans l'est du pays. Et c'est ce qu'a rapporté ce mardi le ministre congolais de la Santé. Des précisions à travers cet élément. Selon le dernier bilan du ministère congolais de la Santé, au total 260 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique Ebola en 4 mois dans l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, on a également pu enregistrer 140 personnes guéries. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 1er août dernier, le cumul des cas est de 444, dont 396 confirmés et 48 probables. Le ministère de la Santé note par ailleurs que 72 cas suspects sont actuellement en cours d'investigation. La République démocratique du Congo est touchée par une épidémie d'Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, région orientale du pays en proie à l'insécurité en raison de la présence de plusieurs groupes armés, nationaux et étrangers. Vendredi, le ministre congolais de la Santé, le Dr Oli Ilunga Kalenga, avait affirmé que la 10e épidémie en République démocratique du Congo est la plus grave au monde, après celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014. L'épidémie de 2014, on se souvient, avait touché plus de 25 000 personnes et tué plus de 11 000 patients, principalement en Guinée, Sierra Leone et au Libéria. La République démocratique du Congo a été touchée à 9 reprises par l'épidémie d'Ebola depuis l'apparition de la maladie sur son sol en 1976.
Je l'annonçais en titre carnet noir dans le monde des médias africains. Sidi Lamine Niasse, patron du groupe de presse Walfadjri, un des pionniers de la presse privée au Sénégal et défenseur de la cause palestinienne, a tiré sa révérence mardi. C'était à Dakar à l'âge de 68 ans. Le Sénégal perd un pionnier de la presse privée, un témoin des grandes mutations démocratiques du pays et un infatigable défenseur de l'islam, des libertés individuelles et collectives. Intellectuel arabophone et islamologue, Sidi Lamine Niasse était une voix écoutée au Sénégal, un pays majoritairement musulman. À travers des articles, des livres ou à la télévision et la radio, il a critiqué tous les présidents sénégalais depuis l'indépendance de 1960, de Léopold Sédar Senghor à l'actuel chef de l'État Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, contre qui il avait organisé une manifestation. Aussi a-t-il été un défenseur de la cause palestinienne et a participé à plusieurs manifestations contre l'État d'Israël. Son groupe de presse privé Walfadjri, créé en 1984, compte actuellement le quotidien Walf, une radio, un site d'information et une télévision. Le président sénégalais Macky Sall a fait part sur Twitter de son émotion et salué un grand nom de la presse sénégalaise, témoin actif des mutations et des luttes démocratiques de la société sénégalaise. Sidi Lamine Niasse est auteur de plusieurs livres portant notamment sur la vie politique sénégalaise et sur l'islam. Le secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires de l'ONU attire l'attention sur la situation au Yémen. La crise humanitaire dans ce pays, déjà la pire au monde, risque de s'aggraver en 2019. Les précisions. Dans un appel humanitaire mondial pour 2019, les Nations Unies assurent que le Yémen n'a jamais été aussi proche de la famine. Quasiment toute la population du Yémen a besoin de protection et d'assistance humanitaire. Et l'ONU va chercher à aider l'an prochain les plus vulnérables. Le pays qui aura le plus gros problème en 2019 sera le Yémen. Nous pensons que 24 millions de personnes au Yémen, soit 115% de la population, auront besoin d'une aide humanitaire. L'ONU prévoit de répondre aux besoins de 15 millions d'entre eux. Notre appel pour le Yémen est de 40 milliards de dollars. L'une des grandes leçons que j'ai tirées de l'analyse de cette année est que nous devons accorder une plus grande priorité en 2019 à la lutte contre les causes profondes de la crise. Insécurité, conflits, pauvreté, échec du développement, adaptation et résistance inadéquate au changement climatique et aux autres catastrophes. La situation humanitaire au Yémen s'est détériorée en raison de l'insécurité à Hodeïda, par où transitent 70% des importations yéménites selon le programme alimentaire mondial, et que les forces pro-gouvernementales, appuyées par la coalition militaire sous commandement saoudien, tentent de reprendre depuis des mois au prix de combats meurtriers. Et ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.